Oh bonjour, vous êtes déjà là? Attendez. Bonjour, bienvenue dans la première vidéo de la rubrique Les salons ciné du Red Glitter Productions. Je suis Léa et on va vous présenter aujourd'hui une vidéo en rapport avec les Oscars 2024. On va vous donner quelques pronostics qu'on a pour la cérémonie qui aura lieu ce dimanche. Peut-être que notre avis vous intéresse pas, mais on va faire quand même en sorte de vous divertir avec notre éloquence légendaire. Sur ce, je passe la parole à Marianne. Dans la catégorie meilleure réalisation, je souhaite voir gagner Anatomie d'une chute de Justine Triet parce que ce film, il regroupe tous les ingrédients qui font que tout tient la route, tout est mélangé pour faire en sorte que tout s'unisse de la parfaite manière, que ça soit le son, la direction artistique, le scénario, enfin tout est englobé, tout se coordonne parfaitement et pendant 2h30 on est complètement happé par le film qui est donc un film d'enquête, un film de procès. C'est très ambitieux, très prenant, la musique, le traitement, les images du son, tout est parfaitement coordonné. J'espère vraiment qu'elle va repartir avec une statuette, elle qui a tant gagné et tant mieux parce que c'est mérité. Ensuite, pour ce qui est du montage son, j'espère voir gagner The Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui est un film qui justement tient son parti pris unique sur le son, qui aide le spectateur à s'imprégner de l'univers grâce au son, parce que les images, on les connaît, on n'a pas besoin de décrire l'horreur qu'il y a eu pendant les événements de la Shoah. Et donc c'est vrai que le son est une expérience totalement unique par rapport à ce sujet-là, et qu'il fallait le tenter. Et bah je suis trop contente que tu parles d'Anatomie d'une chute, Marianne, parce que je trouve qu'il y a plein de choses à dire sur ce film. Notamment, moi j'aimerais bien parler du montage et des plans de caméra qui servent totalement à la narration, je trouve. C'est vrai qu'on est vraiment sur un récit de l'incompréhension, on est dans un procès, on comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, les personnages entre eux ne se comprennent pas, et surtout la maison a un agencement un peu de labyrinthe, on ne comprend pas où on est dans la maison selon les plans. On a des plans sur les poutres, sur le toit, dans les angles des coins. Le montage sert totalement à ça aussi, puisque c'est un montage très brut avec peu de transition, donc ça sert totalement à perdre le spectateur. En parlant de visuels qui servent à la narration, on peut pas ne pas mentionner les films d'animation. En plus, cette année, il y a plein de films de plein de styles différents. On a des styles très cartoon, on a des styles plus animés, on a la patte de Pixar qui est évidente aussi. On a un petit duel aussi entre les cultures. C'est difficile de choisir entre la culture japonaise du Miyazaki et la culture américaine des Marvel. N'empêche que dans Across the Spider-Verse, on a vraiment une animation qui dessert le scénario, puisque on a un style très sketch, très dessin à la main. On a beaucoup de couleurs très pétantes comme le rose, le violet. On a beaucoup de lignes, c'est pas très lisse, et ça sert totalement à faire comprendre aux spectateurs qu'on a des personnages qui bug entre les dimensions. Ça donne un effet de glitch qui rend très très bien, donc j'aime beaucoup cette animation, c'est assez original aussi. Je sais pas ce que t'en penses, Max, je te laisse la parole. Effectivement, c'est difficile de ne pas être enthousiaste comme toi, Sophie, avec Spider-Man Across the Spider-Verse, qui effectivement déborde de créativité, et tout ça au service d'une histoire absolument passionnante, qui prend place dans un multivers très intelligemment traité, puisqu'en fait c'est littéralement un multivers qui ne nous perd pas, dont on se sent un petit peu proche en quelque sorte. En fait, il exprime simplement la diversité infinie et la richesse qu'on trouve dans notre monde véritable, mais dans une forme un petit peu plus fantastique. Le film a aussi été remarqué pour son côté très méta, pour le coup dans un bon sens du terme, car c'est très intelligemment fait, puisque dans cette histoire, l'antagoniste est en fait littéralement l'histoire, ou en tout cas le canon de Spider-Man, contre lequel Miles Morales va lutter. Il va lutter contre cet ordre établi qui lui est présenté comme immuable. Ce qui est un choix extrêmement intéressant. Et c'est donc pour toutes ces raisons, et puis plein d'autres, que effectivement c'est un film qui mériterait pour le coup son Oscar. Et un autre film qui se démarque par son histoire très originale, avec justement un personnage qui lutte aussi contre un ordre établi, c'est Poor Things de Yorgos Lanthimos. Pauvre créature, en français, commence vraiment comme un film noir avec une histoire à la Frankenstein, un univers hyper sombre, et puis évolue progressivement vers une fable sur la construction de soi-même grâce aux autres, mais aussi en opposition à un monde souvent figé et violent. C'est une histoire, et c'est suffisamment rare chez Lanthimos pour le souligner, qui est teintée de beaucoup d'optimisme et même d'une énergie révolutionnaire assez remarquable. Adaptée à la base d'un roman de Alasdair Gray, l'histoire regorge aussi de personnages très attachants et très extravagants, mais je crois que Pauline a un peu plus à vous en dire là-dessus.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Maxime. Power Creature n'a fait qu'alimenter l'intérêt que j'ai pour le cinéma de Yorgos Lanthimos, mais aussi pour Mark Ruffalo, qui a toujours été très bon comédien selon moi, mais qui est là à son prime, comme on dit. Je le trouve fantastique dans ce rôle d'avocat narcissique, fumelier, qui tombe sous le charme de Bella avant d'être poussé à bout par elle. Il est aussi charmant que pathétique, mais trop abject pour faire véritablement de la peine. Et quand on sait à quel point Mark Ruffalo peut être humble et terre à terre, c'est assez divertissant et impressionnant de le voir dans un tel rôle. C'est pourquoi j'aimerais bien qu'il gagne le prix du meilleur acteur secondaire. Et pour ce qui est de la meilleure actrice secondaire, c'est Emily Blunt qui a mon vote. J'ai pas vu tous les films en compétition, mais je suis beaucoup trop fan de cette actrice pour soutenir quelqu'un d'autre. Et puis sa performance dans Oppenheimer mérite amplement la récompense. On peut pas oublier cette scène durant laquelle, face à Roger Robb, à qui Jason Clarke prête ses traits, Catherine apparaît d'abord hésitante et intimidée lors de l'audition de sécurité de son mari, avant de retourner à la situation et de reprendre le dessus sur la conversation. Elle est débordante de classe en fait, Emily Blunt, et pourtant elle a aussi son côté badin. C'est assez difficile de croire que cette nomination, c'est la première qu'elle obtient aux Oscars et j'espère fortement pour elle qu'elle repartira avec la statue. Et toi, t'en penses quoi, Léa ? Ouais, bah écoute, je suis plutôt d'accord avec toi, Pauline. Emily Blunt, elle mérite certainement de recevoir l'Oscar du meilleur second rôle. Et en même temps, par rapport au film Oppenheimer, moi ce qui m'a surtout marqué, c'était l'utilisation du son. En fait, dans le film, le son est hyper important. Il annonce non seulement l'arrivée de la bombe atomique, il accompagne en plus de ça les émotions du personnage principal, et c'est presque lui-même un personnage à part entière vis-à-vis des autres. Moi, pour tout vous dire, j'aimerais beaucoup que l'Oscar du meilleur second rôle y revienne à Ryan Gosling en fait. Juste parce que... pourquoi pas ? Peut-être que j'en demande un peu trop, il va déjà interpréter I'm Just Ken sur scène... Je pense que le traumatisme, il va déjà être pas mal. D'ailleurs, à ce propos, ça vous dit, on se fait un peu de musique. Communisme.